Bienvenue sur Info 83, bienvenue dans le rendez-vous avec le barreau de Toulon et nos deux représentants du jour, Maître Julie Archip, bonjour et Bonjour. bienvenue, et Maître Olivier Avramo, tous deux avocats, bonjour Maître Bonjour, Avramo, monsieur Daven. avocats tous deux au barreau de Toulon. Aujourd'hui le thème, les entreprises en pleine crise sanitaire, en pleine crise économique. Est-ce qu'on peut parler déjà de crise économique? Est-ce qu'on est dans la crise économique, Maître Avramo? On y rentre. L'état du tissu économique local est quand même bien altéré, même si les mesures qui ont été prises par l'État, par les collectivités territoriales, par les partenaires habituels des entreprises ont fonctionné pour cette saison estivale. Il n'en demeure pas moins que la situation est excessivement préoccupante. Il y a des indicateurs qui laissent à penser que la situation est préoccupante, peut-être Oui, les pour la créations. première fois, et c'est inédit, nous avons une baisse des créations d'entreprises et une baisse des dépôts de bilan, ce qui est anachronique par rapport à des statistiques habituelles. Alors, baisse des créations d'entreprises, on le comprend. C'est pas le moment de créer une entreprise, étant donné l'incertitude. Mais la baisse des dépôts de bilan, c'est plutôt un bon signe, non? C'est quand même un signe significatif que la crise est devant nous et que nous n'avons encore peut-être malheureusement pas vu les effets de cette crise sanitaire sur le plan économique. Alors, nous allons voir ensemble un état des lieux du tissu économique toulonnais. Y a-t-il donc une augmentation des entreprises en difficulté? Mais vous y avez un petit peu répondu. Qui veut prendre la parole sur ce thème? Alors effectivement Maître Julie Archip. la quantité, je pense qu'Olivier a répondu parce qu'effectivement, pour l'instant, les mesures qui ont été mises en place par l'État, mais pas seulement, il y a quand même eu des mesures qui ont été prises par les partenaires bancaires des entreprises, Mhm. notamment les possibilités de report des crédits professionnels, mais pas uniquement, puisqu'il y avait également la possibilité du report de certaines échéances personnelles pour permettre aux dirigeants, par exemple, d'assumer leurs charges personnelles. Je pense par exemple au crédit immobilier de leur résidence principale. Donc tout ça, ça a mis un petit peu les entreprises sous perfusion. Le PGE aussi, naturellement, qui a Prêt donné... garanti par l'État, oui. Voilà, parce que ça a donné de la trésorerie aux entreprises, qui aujourd'hui est gratuite, puisqu'il ne leur appartient pas pour l'instant de le rembourser. Et effectivement, ça maintient dans le temps des positions, on va dire, de trésorerie positive et d'activité. Je pense qu'il y a eu un bon été, notamment dans le tourisme. Nous, la partie de clientèle qu'on a dans le tertiaire a fait un bon été. Donc ça a redonné aussi un petit peu, même de baume au cœur des entrepreneurs. Par contre, l'automne et les positions, y compris j'allais dire même des syndicats professionnels, laissent à penser que les choses vont être plus difficiles. Et donc, je rejoins ce que disait Maître Avramo. Je pense que devant nous, on va avoir effectivement du dépôt de bilan premier semestre 2021. Vous voulez ajouter quelque chose, Maître Avramo? Non? Non, l'essentiel a été dit. Les outils donc mis en place par l'État, on en a parlé, il y a notamment le prêt garanti par l'État, le PGE, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, ça fait aussi partie donc des outils dont disposent les entreprises. Comment fonctionnent-ils ces outils, tout simplement? C'est un arsenal Maître Avramo. juridique qui est assez classique et qui est connu, peut-être pas assez des entrepreneurs qui ont quelques réticences à venir s'ouvrir auprès d'un avocat ou de leur expert comptable, et a fortiori du tribunal de commerce ou quelquefois du tribunal judiciaire lorsque ce sont des professions libérales ou des agriculteurs. C'est très difficile de venir se confier sur ces difficultés, mais il faut le faire. Alors vous avez ce que l'on appelle les procédures collectives avec deux sous-classes. Les mesures préventives, que sont le mandat ad hoc, la conciliation, qui ont l'avantage d'être discrets. Il n'y a pas de mention en marge de l'extrait cabis des entreprises, et qui ont aussi un avantage de laisser une liberté d'appréciation de l'entrepreneur au niveau du choix de ses créanciers, des créanciers qu'il veut inviter autour de table pour trouver une solution de trésorerie. Bon, la condition sine qua non, c'est de ne pas être en état de cessation des paiements, c'est-à-dire de pouvoir continuer à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est compliqué à apprécier, mais en général, les incidents de paiement, les entrepreneurs arrivent bien à situer le moment où ça devient très compliqué pour eux. Et après, il y a le traitement, on va dire, plus curatif sur le long terme, qui sont la sauvegarde et le redressement judiciaire. On va parler de la liquidation judiciaire, qui est une connotation mortifère, mais où là, on va traiter de façon plus publique, plus ostentatoire, avec l'intégralité de ses créanciers, avec des règles beaucoup plus strictes,
et on va pouvoir moratorier ses charges et son passif sur une dizaine d'années. Donc il y a un arsenal juridique qui est à la disposition des entrepreneurs, et il faut qu'ils prennent contact et qu'ils s'informent, qu'ils prennent conseil très tôt lorsqu'ils perçoivent une difficulté conjoncturelle ou structurelle à leur activité. Est-ce qu'il y a risque de voir augmenter justement les demandes de sauvegarde pour les entreprises pour se préserver de rembourser le prêt garanti État, par exemple? Il faudra y songer. Nécessairement, il faudra y songer parce que ce qui est annoncé, c'est d'arriver à amortir ce prêt de trésorerie sur un maximum de 5 années. Ça peut être très difficile à partir de la date anniversaire du prêt, c'est-à-dire globalement à partir de mai-juin de l'année prochaine, 2021. Ça risque d'être difficile pour certaines entreprises de payer leurs charges courantes et de commencer à amortir un prêt sur 5 ans. Alors, on va poursuivre ces questions. Faut-il avoir peur d'aller au tribunal de commerce quand on est une entreprise, un dirigeant d'entreprise, et de se mettre sous la protection du tribunal de commerce? Maître Julie Archip. Je pense que la réponse, clairement, c'est non. Parce qu'il est évident que, contrairement à ce que peut-être l'opinion publique a tendance à penser, le tribunal de commerce et ses acteurs, parce qu'en réalité, il n'y a pas que le tribunal de commerce dans l'arsenal que Maître Avramo a évoqué, c'est effectivement une aide qui est apportée à l'entrepreneur. C'est une aide parce que, dans un premier temps, il va être assisté de professionnels dont le métier n'est pas forcément celui uniquement de la gestion d'entreprise, mais peut être aussi celui de la négociation avec les créanciers. Quand on a évoqué les mesures préventives que sont le mandat ad hoc et la conciliation, il est évident que le mandataire judiciaire est désigné à des fonctions, donc soit de mandataire ad hoc, soit de conciliation, et qu'il peut y avoir une partie négociée, et donc un interlocuteur qui va présenter peut-être une stature différente de celle que peut être l'entrepreneur tout seul face à des créanciers qui sont parfois un petit peu exigeants. Et puis, il y a aussi la protection de la loi avec les mesures plus coercitives qu'évoquait également tout à l'heure Maître Avramo, qui sont notamment le gel des dettes antérieures, le temps effectivement qu'une issue soit envisagée à cette procédure, et ces issues peuvent être différentes, mais ça présente quand même l'avantage de donner un bol d'air immédiat, parce que votre passif antérieur, on le gèle, et vous faites face uniquement aux charges courantes. Et ça, effectivement, c'est une aide. De surcroît, je terminerai en disant que la protection du tribunal de commerce, c'est aussi les acteurs auxiliaires de justice, que sont les avocats, pour évidemment piloter l'entrepreneur dans ces options-là, et bien sûr l'expert comptable, parce que les métiers du droit et du chiffre sont liés à cet égard. Donc, peur est un vocable qu'il faut bannir dans cette période. C'est une décision difficile à prendre pour un entrepreneur. Nous en sommes conscients. Nous le rencontrons dans nos cabinets quotidiennement. Mais c'est une décision de responsabilité du chef d'entreprise. S'il veut sauver son entreprise, c'est certaines fois le passage obligé. Et c'est la seule solution. Et c'est une solution qui a le mérite d'organiser dans un cadre où des professionnels vont l'accompagner, vont le guider et vont éviter qu'il commette une erreur dans ce virage à prendre, qui est un virage certaines fois difficile sur le plan psychologique et financier. Nous avons un avantage en tant qu'avocats pratiquant les procédures collectives, c'est que nous avons l'habitude et nous arrivons à anticiper un certain nombre de problématiques, là où l'entrepreneur seul, même de bonne foi et qui est de bonne volonté, va se heurter à des problèmes de forme, des problèmes au niveau de la temporalité de la procédure. Il faut absolument qu'il soit conseillé et assisté dans cette procédure. Vous le disiez à l'instant, vous parliez donc de chefs d'entreprise, de dirigeants qui viennent vous voir dans vos cabinets. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a une recrudescence justement de demandes de conseils de ces chefs d'entreprise, des dirigeants qui viennent vous voir? Pour l'instant, non. On a surtout des demandes d'accompagnement qui sont les préalables ou les prémices des difficultés d'entreprise. On est sollicité sur des licenciements, des procédures de licenciement économique, sur des négociations de report d'échéance, que ce soit avec son bailleur ou avec son banquier. On est dans cette dynamique-là. Mais dans les mois qui viennent, avec la meilleure volonté du monde et je dirais avec le meilleur avocat du monde, comme l'est M. Julie Archip, oui. Il y aura des limites à l'intervention à titre individuel de ces acteurs. Donc, il faudra nécessairement passer par une procédure plus codifiée.
C'est un honneur de vous avoir donc sur ce plateau, Maître Allez-y. Julie Archip. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dirigeant. Eh bien, le barreau de Toulon répond aux inquiétudes que vous pouvez vous poser. Parmi les inquiétudes, c'est est-ce que il faut mieux déposer son bilan, on l'a évoqué tout à l'heure, ou aller en sauvegarde, qui répond Maître la meilleure avocate du monde, donc Ah oui, je vais essayer de pas me Maître tromper. Julie Alors, Archip. il y a une vraie grosse différence, c'est que ce sont des procédures qui sont ouvertes dans deux conditions différentes. Différente. Pour pouvoir prétendre à la sauvegarde, vous ne devez pas être en état de cessation des paiements. Quand vous prétendez au redressement judiciaire, vous devez l'être. L'état de cessation des paiements, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est l'incapacité de faire face à ces dettes exigibles, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir être réclamées par votre créancier. Si vous bénéficiez d'un terme, par exemple, d'un terme contractuel avec des échéances mensuelles, ce sont uniquement les échéances qui sont dues et pas celles à venir qui sont prises en compte. Et votre actif disponible, eh bien, j'allais vous dire, c'est l'actif dont vous pouvez disposer rapidement. Donc Donc je ne c'est peux plus payer, c'est le dépôt de bilan. exactement, Mm. c'est le dépôt de bilan et vous devez surtout déposer le bilan dans les 45 jours. J'allais dire en théorie, mais enfin c'est quand même la loi. 45 jours, au-delà desquels vous pouvez vous exposer effectivement à des sanctions prévues par les textes. La pratique relativise quand même. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le temps que vous allez mettre à prendre conscience d'abord de cet état de cessation des paiements, parce que des fois on a la tête dans le guidon et c'est pas évident, Mhm. surtout lorsque les difficultés ont un petit peu duré dans le temps. Il ne faut pas que ça vous conduise à aggraver votre passif. C'est surtout cette idée-là qui est de dire qu'il faut arrêter l'hémorragie en Mhm. déposant le bilan. Voilà, on ne peut plus, donc il faut mieux d'ailleurs consulter un bon avocat, le meilleur du monde, donc comme Maître Julie Archip. Comment protéger son patrimoine? Alors, qui répond? Alors, Maître Avramo. protéger son patrimoine, c'est une réflexion souvent qu'il faut anticiper de longue date. Et c'est dès qu'on envisage de créer une entreprise qu'il faudrait déjà se poser la question. Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui envisage d'exercer une activité quelle qu'elle soit et de faire des bénéfices, mais il s'expose à créer des dettes. Donc c'est déjà à ce moment-là. Mais d'ores et déjà, on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs. Donc déjà créer une société. Alors souvent, lorsque on exerce sous la forme sociale, le dirigeant, il lui est demandé de cautionner les engagements de sa société, ce qu'il est certaines fois contraint de faire. Parce que sinon, des partenaires qui peuvent être le bailleur ou le banquier de l'entreprise ne vont pas lui faire confiance en lui rétorquant, mais si vous ne faites pas confiance à vous-même à votre entreprise, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance, nous? Mm. Et c'est un grand classique. Donc ce cautionnement, il va avoir pour effet de faire cesser l'écran qu'est la personne morale entre les dettes professionnelles et le patrimoine privé. Mais la loi a été quand même modifiée ces dernières années. On a considéré que lorsqu'un entrepreneur faisait de mauvaises affaires, il ne fallait pas peut-être en rajouter sur le plan familial. Et la loi prévoit désormais une protection de la résidence principale de l'entrepreneur exerçant à titre individuel, qui ne pourra pas être saisi par le liquidateur judiciaire ou les créanciers professionnels plus généralement, pour faire valoir le recouvrement de leur Ce créance. qui est personnel reste personnel. Ce qui est Même personnel si ça a été reste personnel, acquis avec le sous produit certaines de- réserves quand même. C'est pas aussi drastique que cela, mais le législateur y a songé. Et puis on peut toujours, pour étendre cette insaisissabilité de la résidence principale à d'autres biens immobiliers, on peut toujours faire une déclaration d'insaisissabilité chez un notaire, sur les dispositions de l'article 526-1 du Code de commerce. Mais attention, cela ne protégera l'entrepreneur que pour les dettes futures, pas pour les dettes antérieures, puisque les créanciers se sont déterminés en fonction de cette saisissabilité potentielle du patrimoine immobilier. Donc voilà les mesures que l'on peut prendre. Créer une société, faire une déclaration d'insaisissabilité. Ça, c'est à l'origine. On peut le modifier en cours de route? Non. C'est délicat. Parce que là, on peut craindre un avenir sombre pour certaines activités, certaines entreprises. Justement, les dirigeants se posent la question de savoir s'ils peuvent protéger. Alors, vous avez apporté une partie de la réponse, mais c'est à l'origine. Mais c'est à l'origine. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir. C'est pour ça que on est toujours à conseiller des mesures de prévention plutôt que des mesures de guérison, des mesures curatives qui peuvent être lourdes.
l'image médicale peut être facilement compréhensive. Vaut-il mieux se vacciner ou vaut-il mieux être en réanimation? Maître Julie Archip et Maître Olivier Avramo, avocat au barreau de Toulon, sont avec nous pour répondre à des questions que vous pouvez éventuellement vous poser en ces temps incertains, dirons-nous. Quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises, l'un et l'autre, qui n'arriveront pas à payer leur PGE, le prêt garanti par l'État? Puisque maintenant, il se pose la question du remboursement. En premier lieu, négocier. Commencer par négocier avec son partenaire financier qui généralement est le banquier habituel de l'entreprise. Essayer de trouver des solutions sur le moyen ou même le court terme. Et puis si on n'y arrive pas, ne pas hésiter à saisir le président du tribunal de commerce d'une demande d'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation pour essayer de trouver dans un cadre structuré un échéancier peut-être un petit peu plus important et un petit peu plus sécure pour le créancier, parce qu'on parle depuis tout à l'heure du point de vue du débiteur, du point de vue du créancier, d'avoir un plan d'appurement qui est homologué par le président du tribunal de commerce, il va lui conférer force exécutoire, ça a quand même un avantage, il y a quand même un bénéfice aussi pour le créancier qui sera rassuré, puisqu'il n'aura pas de procès à faire, il aura ce plan d'appurement qui pourra être homologué. Donc, c'est ne pas avoir peur de prendre ses responsabilités, d'essayer de prendre de la hauteur de vue. C'est très difficile quand on gère au quotidien une entreprise avec la multiplicité des tâches qui se précipitent et qui ont tendance un petit peu à aveugler les entrepreneurs. Nous-mêmes, nous sommes entrepreneurs aussi, donc nous connaissons très bien ce genre de difficultés. Mais prendre de la hauteur et avoir une vision d'un professionnel qui va être un petit peu plus objectif et qui va voir où est l'intérêt de l'entreprise. Surtout de ne pas fuir la réalité, en fait. C'est un peu ce que vous dites. Maître Julie Archip, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je crois que tout a été dit là-dessus. Tout a été dit. Quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises qui n'arriveront pas à payer leurs charges, les loyers également en retard, qui risquent de se produire d'ailleurs? Alors, le dispositif qui a été évoqué est un petit peu le même, quelle que soit la nature de la charge. La négociation en premier lieu, l'ouverture ensuite d'une mesure qui peut effectivement aider l'entrepreneur. Les difficultés après doivent être priorisées parce que soit on part dans un protocole, par exemple, qui est celui d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, où on peut réunir autour de la table certains créanciers. J'allais dire les créanciers dont le recours peut être le plus dangereux. Le recours pour l'entreprise du bailleur, par exemple, qui peut faire perdre le bail, c'est sûr que ça a du sens selon la nature de l'activité. Les problématiques des charges sociales, évidemment, le sont aussi, surtout qu'on a quand même des organismes qui sont pour l'instant patients, mais qui, de manière générale, sont devenus quand même avec le temps assez réactifs dans le cadre des recours, y compris des assignations en redressement judiciaire qu'ils pouvaient délivrer pour les entreprises qui n'étaient pas à jour. Donc la négociation en premier lieu. Et si cette négociation est insuffisante, il s'agit là en l'occurrence de dettes qui sont exigibles, c'est effectivement peut-être l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui mettra les créanciers au pli de la discipline collective qui pourra être envisagée. Ça va être difficile quand même, parce que cette crise que nous vivons tous d'ailleurs, elle est indépendante de la volonté. Là, c'est pas la gestion de l'entreprise qui est en cause. Ça va être très très compliqué. Oui. Est-ce que on peut imaginer que certaines entreprises intentent une action contre l'État? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y a déjà des armes justement pour une mauvaise gestion de crise qui a conduit à la situation qui sera la leur? Est-ce que ça, c'est envisageable? Il y a un vieil arrêt du Conseil d'État qui est l'arrêt Lafleurette, qui ouvre ce genre de possibilités, mais dans des conditions qui sont tellement strictes. Et c'est un arrêt qui doit dater des années 50 ou 60. Donc vous voyez, c'est quand même pas le quotidien et la réalité des tribunaux. On peut imaginer à l'anglo-saxonne, c'est très américain, qu'un collectif se constitue et à ce moment-là intente une action. C'est envisageable, c'est la responsabilité de l'État du fait de la loi, donc à considérer que la législation d'exception qui a été prise depuis le 13 ou le 15 mars 2020 soit inappropriée par rapport à la crise sanitaire que nous vivons, mais je crois que ce sont des moments sans précédent, c'est des moments historiques. Je doute que les conditions dont je me souviens mal, parce que je le répète, ce ne
Ce ne sont pas des problèmes juridiques que nous rencontrons tous les jours, fort heureusement. Je vois mal une action en responsabilité de l'État. Maître Julie Archip, Maître Olivier Avramot, avocat au barreau de Toulon, nous vous remercions. Merci. Merci d'avoir répondu à ces questions et on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous qui sera régulier sur Info 83 avec l'Ordre des avocats de Toulon, le barreau de Toulon. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.